Bienvenue à tous hein, pour donc cette nouvelle rentrée, cette nouvelle saison de séminaire du GDR Radia. Et donc, on est enchanté d'accueillir Aurélie Beignet, qui travaille au LIPSIS et puis qui est spécialiste des systèmes multi-agents et qui travaille en particulier sur l'allocation de ressources. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'allocation de ressources juste et interprétable. Donc, Aurélie, je te laisse la parole si tu veux Je vais partager. partager. Donc bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation de la part du GDR. Donc, je vais vous présenter des travaux qui portent sur l'allocation de ressources et en particulier l'allocation de ressources équitables et les questions de mécanismes interprétables. Donc, c'est un travail qui a été réalisé avec un certain nombre de co-auteurs, donc je tiens à remercier et qui seront cités au fur et à mesure de la présentation. Alors, le problème auquel on s'intéresse, c'est un problème d'allocation de ressources multi-agents. Donc, on suppose qu'on a un nombre fini d'agents et un nombre fini d'objets ou de ressources. Donc, ces objets ou ces ressources, ils sont, dans le cas auquel on s'intéresse, sont supposés indivisibles. Donc, on va associer une ressource, on va la donner à un et un seul agent. Les agents vont avoir des préférences sur ces ressources. Alors, ces préférences, elles peuvent être soit cardinales, donc c'est-à-dire elles sont exprimées par des fonctions d'utilité qui vont associer à des ensembles de ressources des nombres réels, ou elles peuvent être ordinales. Alors ici, par exemple, j'ai un ordre sur les ressources, mais on pourrait aussi imaginer qu'on a un ordre sur les ensembles tous les ensembles de ressources possibles. Et la question auquel on s'intéresse, c'est de calculer une allocation de ressources qui va faire correspondre à chaque agent un ensemble de ressources. Alors, par exemple, ici, j'ai quatre agents, j'ai quatre ressources, donc j'ai mis les préférences de l'agent rouge et de l'agent vert, qui sont ici des préférences ordinales, et puis on a distribué les fruits sur les différents agents. Alors ici, j'ai une ressource exactement par agent, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, ces problèmes d'allocation de ressources, on les retrouve dans beaucoup de domaines. Par exemple, quand on va vouloir allouer des cours ou des places dans des UE à des étudiants, quand on va vouloir allouer des places dans les universités avec, par exemple, la procédure de Parcoursup. On peut aussi vouloir allouer des logements à des familles. On peut vouloir allouer des ressources médicales entre des hôpitaux ou entre différents services au sein d'un hôpital. Un des cas classiques qui est cité dans la littérature, c'est le partage de biens lors de succession ou lors de divorce. Et puis, on peut aussi utiliser ça pour des problèmes plus orientés RO, comme la répartition de ressources de calcul sur des serveurs ou la répartition de tâches entre des usines ou des robots, si on est dans un système, par exemple, multi-robot qui va devoir exécuter un certain nombre de tâches. Alors, l'objectif des travaux que je vais vous présenter, c'est de développer donc, des mécanismes d'adaptation de ressources qui vont permettre donc, de calculer les allocations des ressources entre les agents. Et on veut que ces allocations et ces mécanismes ils soient acceptés le plus largement possible par les utilisateurs des systèmes. Donc, par exemple, par les agents auxquels on alloue des ressources, mais si nos agents, c'est des robots ou c'est des machines, ben, on va vouloir que les mécanismes soient acceptés par les utilisateurs qui vont demander donc que des tâches soient réalisées. Et on veut que donc le résultat de l'allocation soit accepté, même si il n'est pas forcément optimal pour toutes les personnes. En effet, on peut avoir des agents qui ont les mêmes préférences sur les ressources, et donc les ressources vont être allouées à certains agents, et donc il y en a qui vont être moins satisfaits que d'autres, mais on voudrait quand même que de façon générale, le résultat et la façon dont est calculé le résultat soient acceptés.
Donc, pour ça, il faut d'une part que l'allocation soit bien acceptée par les utilisateurs. Donc, une des premières contraintes, ça va être que les ressources ne soient pas gâchées. Donc, c'est une certaine notion d'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des ressources qui aillent à la poubelle ou qui ne soient pas utilisées. La deuxième chose, c'est on va chercher à calculer des allocations qui sont dites faires, donc qui sont équitables. Alors, pourquoi des allocations équitables? Parce qu'il y a des travaux qui remontent même jusqu'à l'Antiquité qui disent que en fait, les contestations et les plaintes, elles naissent du fait que des personnes qui se considèrent comme égales se voient attribuer des parts non égales. Donc, pour limiter les contestations face à l'allocation qui est calculée, on va chercher à calculer une allocation équitable dans laquelle, en particulier, des agents égaux vont être traités de la même façon et devraient se voir attribuer des parts qui sont égales ou au moins équivalentes. Une des autres contraintes qui est liée à l'équité, c'est qu'on va vouloir, quand on a des minorités dans les agents, par exemple des agents d'un certain type qui sont en minorité dans notre système, on va vouloir que ces agents ne soient pas laissés de côté, ne soient pas négligés. Donc, en plus d'une allocation équitable, on va vouloir pouvoir, pour que l'allocation elle soit acceptée, il va falloir également qu'on puisse l'expliquer. Donc, il va aussi également se poser un problème d'explicabilité de l'allocation. Par exemple, pouvoir expliquer à un agent pourquoi une allocation est plus pertinente qu'une autre allocation. Donc ça, c'est ce qui concerne l'acceptabilité de l'allocation, mais pour que le système d'allocation de ressources soit plus largement accepté, il faut également que le mécanisme soit accepté. La façon dont on fait l'allocation, il n'y a pas que le résultat qui compte, mais la façon dont on fait l'allocation doit également être acceptée. Donc c'est pour ça il faut que les utilisateurs ils aient confiance dans le mécanisme. Donc il faut déjà que le mécanisme soit fiable, mais il faut qu'il soit aussi le plus transparent et le plus interprétable possible. Il faut que les utilisateurs puissent comprendre comment se passe l'allocation pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être lésés lors du déroulement du mécanisme. Mais on veut également que les agents puissent garder une certaine... qu'ils puissent garder des préférences, en particulier de manière privée. C'est-à-dire que pour que le mécanisme puisse se dérouler, on va éviter que les agents aient à divulguer toutes leurs préférences, leurs caractéristiques. On va essayer de limiter la connaissance qui sont nécessaires pour dérouler le mécanisme. Et enfin, on va chercher à développer des mécanismes qui sont équitables. Alors là, l'équité, elle ne concerne pas le résultat de l'allocation, mais elle concerne le déroulement du mécanisme. Donc, en particulier, que lors du déroulement du mécanisme, les agents soient traités de la même façon, qu'il n'y ait pas des agents qui soient avantagés par rapport à d'autres lorsqu'on déroule le mécanisme. Alors, je vais commencer par détailler plus particulièrement les questions d'équité en allocation de ressources. Donc là, on va s'intéresser aux caractéristiques que peuvent avoir l'allocation, le résultat qu'on va calculer. Et donc, on va vouloir définir on va vouloir définir l'équité d'une solution. Alors, définir l'équité, c'est quelque chose qui a donné lieu à une grande littérature en choix social, et il n'y a pas de définition unique de l'équité. Donc, il y a différentes mesures d'équité qui ont été répertoriées dans la littérature. On peut, par exemple, quand on cherche à calculer une allocation équitable, s'intéresser au bien-être social égalitaire. Alors, le bien-être social égalitaire, il va mesurer l'utilité de l'agent le moins bien servi. Donc ici, on cherche quel est le min des utilités sur l'ensemble des agents et on va chercher à maximiser ce minimum, donc à maximiser l'utilité du moins bien servi. On peut également s'intéresser à calculer des allocations qui sont dites proportionnelles. Alors,
La proportionnalité, elle se définit pour un agent I. On va mesurer l'utilité de l'ensemble des ressources qui sont dans le système. Donc là, c'est UI de R, c'est l'utilité pour toutes les ressources qui sont dans le système. Et on va diviser cette utilité par le nombre d'agents. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le proportional fair share. C'est la part, si du point de vue d'un agent I, on divisait l'ensemble des ressources de manière égalitaire, ça serait l'utilité que devrait avoir l'agent. Et donc, une allocation, elle est dite proportionnelle si chaque agent du système a au moins son proportional fair share, donc cette valeur PFS de l'agent. Alors, on peut aussi s'intéresser au mot max-min fair share. Alors, le max-min fair share, en fait, le principe est de se dire, bah, on a un ensemble de ressources. On va considérer que l'agent, il peut faire répartir ses ressources en paquets. Et à la fin, il va être le dernier à choisir le paquet de ressources qu'il va prendre. Alors, ça vient des principes d'allocation de ressources divisibles, ce qu'on appelle le cake cutting, donc dans lequel on a un gâteau qu'on va vouloir couper. Et donc, on propose à l'agent de faire les différentes parts du gâteau, et il sera le dernier à choisir sa part. Donc, il a intérêt à faire des parts les plus équitables possibles, puisqu'il va être le dernier à choisir. S'il a fait une toute petite part, il risque de se retrouver avec la toute petite part à la fin. Donc, dans le max-min fair share, on va chercher à maximiser donc l'utilité de cette part la plus petite que l'agent va pouvoir se garantir. Alors, une autre notion qui est celle qu'on a le plus étudiée, c'est l'absence d'envie. Donc, une allocation, elle est dite sans envie si aucun agent ne préfère un lot de ressources d'un autre agent à son propre lot de ressources. Donc, si on a des mesures d'utilité pour définir les préférences sur les lots de ressources, ici, on voit que l'allocation, elle est sans envie. Si l'utilité de l'agent I pour son lot de ressources à I est supérieure à l'utilité qu'il obtiendrait pour n'importe quel lot de ressources à J qui est alloué à un autre agent. Alors, sur un exemple, ici, on a un exemple avec 4 ressources et 3 agents. Donc, les préférences des agents sont données par le tableau et on suppose que les préférences sont additives, c'est-à-dire que ici, notre agent 3, quand il obtient la ressource R2 et la ressource R4, son utilité, c'est la somme des utilités pour les ressources. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Donc ici, là, dans mon exemple, l'agent 1, il obtient la ressource R1 et l'agent 2 obtient la ressource R3. Alors, l'allocation qui est ici, elle est sans envie puisque on voit que 1 a obtenu R1. S'il obtenait le lot de A2, c'est-à-dire s'il obtenait R3, il aurait une utilité de 4. S'il obtenait les ressources de A3, il obtiendrait R2 plus R4, donc il obtiendrait une utilité de 2 plus 1, il obtiendrait 3. Donc, à chaque fois, ça donne une utilité qui est inférieure à celle qu'il a pour son lot de ressources actuel, qui est 5. Et on peut faire le même raisonnement pour A2 et le même raisonnement pour A3, et on s'aperçoit qu'aucun des agents n'est envieux d'un autre agent, donc l'allocation, elle est dite sans envie. Alors, en revanche, on peut s'apercevoir, il existe des instances de problèmes dans lesquelles on n'a aucune allocation qui est sans envie. Si vous prenez le cas tout simple de 2 agents et une seule ressource à partager entre ces 2 agents, donc la ressource, elle ne peut pas être divisée, vous êtes obligé d'allouer la ressource à un des 2 agents. Et si les agents, en supposant que les agents ont une utilité strictement positive pour cette ressource, l'agent qui ne va pas obtenir la ressource va être forcément envieux de l'agent qui obtient la ressource. Donc, vous imaginez, vous avez un bonbon à répartir entre 2 enfants, vous ne pouvez pas casser le bonbon. Celui qui obtiendra le bonbon sera forcément envié par l'autre enfant.
Alors, l'avantage de l'absence d'envie, c'est que c'est une notion assez naturelle à expliquer à des utilisateurs et que c'est assez naturel de dire, c'est un argument assez naturel de dire aux agents ou aux utilisateurs que la location, elle est acceptable, elle est équitable parce qu'elle est sans envie. Donc, le problème, c'est que, en effet, dans certaines instances de problèmes d'allocation de ressources, une allocation sans envie peut ne pas exister. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a différentes relaxations ou approximations de l'absence d'envie qui ont été proposées dans la littérature. Donc, par exemple, l'absence d'envie à un bien près ou à n'importe quel bien près. Alors, intuitivement, par exemple, dans l'absence d'envie à un bien près, on suppose qu'un agent n'est pas envieux à un bien près s'il ne préfère pas son ressource à tout l'autre ressource d'un autre agent auquel on aurait pu enlever un bien. Donc, par exemple, dans le cas de mes deux enfants qui ont un bonbon à se partager, celui qui n'a pas le bonbon, il est sans envie à un bien près parce que si on retire un bien de l'autre enfant, c'est-à-dire le bonbon, si on le retire à l'autre enfant, eh bien, à ce moment-là, ils n'ont plus rien, aucun des deux n'a le bonbon et donc ils sont sans envie. Donc, l'idée, c'est de se dire, l'agent duquel on est envieux, on va lui retirer un bien et on va regarder si on est toujours envieux de cet agent une fois qu'on lui a retiré un bien. Alors, c'est des notions qui ont des bonnes propriétés, mais qui ne sont pas toujours très, très intuitives. Et donc, nous, on a cherché à développer des notions d'absence d'envie pour différents cas d'application qu'on a étudiés. Et une des notions, des relaxations de la auxquelles on s'intéressait, c'est l'absence d'envie par approbation. Donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, on a des agents qui obtiennent des ressources. Certains de ces agents peuvent être envieux, mais du point de vue des autres agents, ils peuvent ne pas avoir de raison d'être envieux. C'est-à-dire, vous supposez que vous avez alloué des ressources à des agents. Il y en a un qui dit qu'il est envieux, et quand vous regardez ce qu'il a obtenu, de votre point de vue, vous dites, ben non, il n'a pas de raison d'être envieux, il a plutôt été bien servi. Donc, les préférences de l'agent font qu'il est envieux, mais finalement, il n'y a pas trop de raison qu'il le soit d'un point de vue objectif. Alors, c'est inspiré de notions qui ont été étudiées en économie concernant, sous la nomination de envie unanime. Et donc, nous, ce qu'on a cherché, c'est bien à calculer des allocations pour lesquelles on va minimiser l'approbation de l'envie, donc ce qu'on appelle minimiser le support social de l'envie qui peut être exprimé par certains agents. Donc, quand un agent est envieux, on va regarder par combien d'agents cette envie est approuvée. Donc, ici, on va appeler K le nombre d'agents qui approuvent cette envie. Et donc, pour savoir combien d'agents approuvent l'envie, eh bien, on peut procéder à un vote et donc demander à tous les autres agents de voter sur l'approbation de l'envie d'un agent ou non. Et ce qu'on va chercher, c'est donc à minimiser, à trouver des allocations dans lesquelles l'approbation de l'envie est minimisée. Donc l'objectif, ça va être de minimiser cette valeur de K. Donc si on suppose qu'on a une allocation, ici j'appelle l'allocation pi, on a deux agents AI et AJ. Donc on va dire qu'un agent AI il a une envie K approuvée vis-à-vis de AJ. Si on est capable de trouver K agents, en incluant AI, qui envie J. Donc, on va chercher du coup à minimiser ensuite cette valeur de K. Alors, si on a K agents avec K égale N, ça veut dire que AI envie agit et que tous les autres agents approuvent cette envie. Donc, dans ce cas-là, on dit que l'envie est unanimement approuvée et on se ramène à la notion qui a été décrite dans la littérature.
Alors, sur un petit exemple, parce que ce n'est pas toujours facile de se représenter à quoi ça correspond. Donc, ici, j'ai toujours 3 agents, mais j'ai 6 ressources. Alors, j'ai l'allocation qui est indiquée par les petits carrés. Donc, A1 obtient R1 et R6, A2 obtient R3 et A3 obtient R2, R4 et R5. Alors, donc, on va regarder si cette allocation est déjà est sans envie. Alors ici, elle n'est pas sans envie, parce que ça serait moins intéressant si elle était sans envie. Et on va regarder pour les agents qui sont envieux, bah, par combien d'agents ils sont approuvés. Alors, si on prend A1, donc A1, on dit qu'il 3 envie A2, c'est-à-dire que 1 envie A2 et qu'il est approuvé par 3 agents. Donc, approuvé par 3 agents, ici, comme on a 3 agents dans le système, ça veut dire que tous les agents approuvent cette envie. En effet, si on regarde, alors, 1, donc son utilité A1 pour le lot de ressources qu'il obtient, R1, R6, c'est 1 plus 2, c'est 3. Et s'il avait obtenu la ressource R3, la ressource R3 qui est obtenue par A2, il aurait eu une utilité de 4. Donc A1 envie A2. Si on se place du point de vue de A2 et qu'on regarde si A2 approuve cette envie, donc A2, si on lui, il value le lot de ressources obtenu par A1, donc R1, R6, A2 plus 0, c'est 2. Et le lot de ressources qu'il obtient, lui, R3, il l'évalue à 7. Donc, il est d'accord avec du point de vue de ses préférences sont en accord avec l'envie de A1. Donc, A2 est d'accord sur le fait que A1 a raison d'être envieux. Et si on se place du point de vue de A3, eh bien, A3, donc, il évalue le lot de ressources de A1 à 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Et si le lot de ressources de R3 qui est donné à A2, il l'évalue à 5. Donc, il est d'accord sur le fait que A1 a raison d'envier A2. Donc, on dit que A1, 3 envie A2 puisqu'il est approuvé par 3 agents. Alors, si on passe aux autres agents, donc A2, il est sans envie. Donc, dans ce cas-là, on ne se pose pas la question de l'approbation de l'envie. Donc, il est sans envie parce que si on lui donnait le lot de ressources de 1, il aurait une utilité de 2 plus 0. Et si on lui donnait le lot de ressources de A3, il aurait une utilité de 0 plus 2 plus 1. Donc, il aurait une utilité de 3, ce qui est inférieur à l'utilité qu'il a en ayant R3. Et enfin, A3, alors A3 envie A2, puisqu'il a une utilité, A3 a une utilité de 3 plus 0 plus 1, donc 4. Et si on lui donnait R3, qui est la ressource détenue par A2, il aurait une utilité de 5. Donc A3 envie A2. Et on peut de la même façon voir que A1 n'est pas d'accord sur cette envie, mais que A2 est d'accord sur cette envie. Donc, ça veut dire que l'envie est approuvée par un agent en plus de A3. Donc, il y a 2 agents qui sont d'accord sur l'envie, 1 et A3. Donc, on dit que l'allocation, que A3, 2 app envie. Alors, c'est 2 app envie A2. C'est pas A3 ici, A2. Donc, on va de cette notion d'approbation de l'envie, on en définit une notion d'absence d'envie cas approuvé. Et donc, une allocation, elle est dite sans envie cas approuvé. Si on n'est pas capable de trouver pour toute paire d'agents A, I, A, J une envie cas approuvé. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas capable de trouver un agent qui est envieux et dont l'envie est cas approuvé. Cette envie, elle est, dans ce cas-là, on peut avoir des agents envieux. Cette envie peut être approuvée, mais elle n'est pas approuvée par cas agent. Donc, on cherche à minimiser toujours la valeur de cas. Et puis, on peut en déduire à partir de ça une notion d'instance qui soit sans envie cas approuvé si elle ne contient aucune allocation qui est sans envie cas approuvé. Alors, si on revient à notre exemple de tout à l'heure, donc on avait dit que 1 était
unanimement envié, que A2 était sans envie et que A3 était 2A envié. Donc ici, on peut en déduire que l'allocation, elle n'est pas K-app sans envie K approuvé pour toute valeur de K, puisqu'on n'est pas capable de trouver un ensemble on n'est pas capable de trouver une allocation qui ne soit pas K approuvée. Ici, l'allocation, elle est 3 apps, 3 apps approuvées. Elle est approuvée, l'envie est approuvée par 3 agents. Donc, on ne peut pas trouver l'allocation, elle n'est pas approuvée seulement par un agent, elle n'est pas approuvée seulement par 2 agents et elle n'est pas approuvée par moins de 3 agents. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas trouver de valeur de cas qui limite l'approbation de l'envie. Et comme l'allocation n'est pas 3 apps approuvées, on peut en déduire que, on peut aussi déduire que l'instance ne contiendra pas d'allocation. On pourra pour cette instance trouver une allocation 3 approuvée. Enfin, je ne rentre pas dans le détail sur l'extension à la notion d'instance. Donc, l'objectif, ça va être, quand on a notre problème, là, notre instance de problème, ça va être de trouver une allocation qui est, dont l'envie des agents est approuvée par le minimum d'autres agents. Et donc, ici, l'allocation que j'ai présentée, ce n'est pas un très bon parce que A1, son envie, elle est approuvée par 3 agents. Donc, on va chercher une allocation dans laquelle l'envie sera approuvée par moins d'agents. Donc, on s'est intéressé, à partir de cette notion d'envie, on s'est intéressé à la complexité de trouver la valeur minimum de cas pour lesquels on a une allocation qui est sans envie cas approuvé. Et on a pu montrer que c'était aussi compliqué d'un point de vue computationnel que déterminer si une allocation sans envie existe. On s'est aussi posé le problème de quand K est égal au nombre d'agents, donc, de déterminer s'il existe une allocation qui est avec une envie unanime. Et ça, pareil, l'existence d'une telle allocation, c'est décider s'il existe une telle allocation, c'est aussi compliqué que décider s'il existe une allocation sans envie dans des problèmes où tous les agents ont les mêmes préférences. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une notion pour exprimer l'approbation de l'envie, mais qu'elle est compliquée à calculer. Donc, on s'est intéressé à la formulation du problème de la minimisation de cas par de la programmation linéaire en nombre entier mixte. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait une formulation qui était assez efficace. Donc, même si en théorie, la complexité est assez importante, on arrive à le résoudre de façon assez efficace. Et on a des cas qui sont plus simples, en particulier dans le problème de ce qu'on appelle house allocation. Donc, un problème d'house allocation, c'est un problème dans lequel on va vouloir assigner à chaque agent au plus une ressource. Donc, on n'a plus de problème de lot de ressources. On assigne à chaque agent une ressource au maximum. Et donc, dans ce type de problème, eh bien, minimiser la valeur de K, ça peut être réalisé en temps polynomial. Donc, on a des cas un peu plus simples. Alors, un deuxième cadre auquel on s'est intéressé, c'est les cas dans lesquels les agents sont organisés sur un réseau social. Donc, dans ce que j'ai présenté jusqu'à présent, chaque agent, il peut observer le lot de ressources de tous les autres agents. Ici, dans mon tableau tout à l'heure, quand je regardais l'envie d'un agent, je pouvais comparer avec ce qu'avaient obtenu tous les autres agents. Dans différentes applications, les agents ils vont être organisés sur un réseau qu'on peut représenter par un graphe. Et donc, chaque nœud du graphe va être un agent. Et les liens entre les agents
vont correspondre à des proximités entre agents et au fait que les agents puissent s'observer l'un l'autre. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit exemple avec je suppose que j'ai 4 agents. Et donc, l'agent 2, ici, il peut observer les ressources de l'agent 3 et de l'agent 1, mais il ne peut pas observer les ressources de l'agent 4. Donc, ça veut dire que l'agent 2 ne peut pas savoir quelles sont les ressources détenues par l'agent 4 et s'il est envieux ou pas de l'agent 4. Alors, ces liens dans le graphe, ils peuvent correspondre aussi lorsque les agents peuvent s'échanger des ressources les uns avec les autres. Ces liens dans le graphe peuvent aussi correspondre aux possibilités d'échange, c'est-à-dire que chaque agent ne va pouvoir échanger des ressources qu'avec ses voisins dans le graphe. Alors, à partir de ça, on s'est intéressé à la notion d'absence d'envie locale, qui en fait reprend la notion d'absence d'envie, mais un agent compare son utilité avec uniquement l'utilité qu'il aurait s'il obtenait les lots de ressources de ses voisins, et puis les lots de ressources de tous les autres agents dans le système. Donc, par exemple, ici, de l'agent 2, pour savoir s'il est sans envie locale, il va comparer son lot de ressources avec celui de l'agent 3 et avec celui de l'agent 1. Alors, on s'est intéressé à la complexité de différents problèmes. En particulier, on a par exemple étudié est-ce qu'il est possible de décider s'il existe une allocation localement sans envie? Est-ce qu'une allocation localement sans envie peut être atteignable à partir d'une allocation initiale et par des échanges entre voisins? Dans le cas où une allocation localement sans envie n'existe pas, on s'est intéressé à des problèmes de maximisation du nombre d'agents localement sans envie, du degré de non-envie de chacun des agents, et puis on s'est intéressé à des protocoles qui permettraient d'atteindre des allocations localement sans envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Par exemple, on a montré que dans le cas des matchings, donc dans le cas des problèmes où on doit allouer une et unique ressource à chaque agent, sur des graphes qui sont des lignes ou sur des graphes qui sont des cercles, eh bien, décider s'il existe une allocation localement sans envie, c'est NP complet. Et puis, on s'est intéressé aussi à l'influence du degré du graphe sur la complexité. Et donc, le problème est NP complet, même si le degré du graphe est constant et plus grand ou égal à 1. Et on s'est aperçu que sur des graphes très denses, de degré minimum n-2, on a des résultats où décider s'il existe une allocation localement sans envie, ça devient polynomial. Alors ça, c'est pour des graphes statiques, c'est des graphes dans lesquels l'ensemble des voisins ne change pas, mais on peut aussi avoir des graphes dynamiques dans lesquels, en fait, qui correspondent à des cas d'application où les agents ils vont se rencontrer et quand ils vont se rencontrer, ils vont observer le lot de ressources qu'a obtenu l'agent qu'ils rencontrent. Et donc, l'ensemble des agents dont on observe le lot de ressources, il évolue au cours du temps. Et dans ce cas-là, eh bien, se pose la question de la validité de l'observation qu'on a faite à un instant T sur les lots de ressources d'un agent, puisque on peut observer par exemple qu'un agent A a obtenu telle ou telle ressource, et puis cet agent ensuite il va aller échanger ses ressources avec d'autres agents, et l'observation qu'on a faite précédemment des ressources qu'il avait va devenir obsolète. Et donc, dans ce cas-là, on a un problème de complétude des observations sur l'ensemble du système, mais également de validité des observations, puisqu'on a observé seulement les agents qu'on a rencontrés, et en plus, les observations peuvent être devenues non pertinentes. Donc, on a adapté la notion d'envie locale en définissant ce qu'on appelle l'evidence-based envie. Donc, c'est l'envie qui est basée sur ce qu'on a observé. Donc, en particulier, vous voyez que l'utilité, là, on mesure l'utilité des ressources qu'on a observées pour l'agent J
que l'agent I a observé pour l'agent I. Donc, la mesure de l'envie, elle est basée sur les observations et non plus sur des lots de ressources qu'on sait que l'agent a forcément. Et puis, on peut ne rien avoir observé pour certains agents. Et donc, dans ce cas-là, il faut émettre des hypothèses sur quelles sont les ressources qui pourraient être détenues par les agents pour lesquels on n'a pas fait d'observation. Et on a défini différentes façons de compléter ce manque d'informations. On peut compléter de façon optimiste en se disant, eh bien, les agents que je n'ai pas observés, ils ont les ressources que j'évalue le moins. Ou pessimiste, les agents que je n'ai pas observés, ils ont les ressources que j'aime le plus. Ou on peut aussi faire une moyenne sur l'utilité des ressources. Voilà, alors ça c'est pour les différentes notions d'envie auxquelles on s'est intéressé. Une autre partie du travail qu'on a réalisé, c'est sur les mécanismes d'allocation. Et donc, c'est la façon dont est faite l'allocation de ressources. Et on s'est intéressé donc, à développer des mécanismes pour lesquels les agents ou les utilisateurs peuvent avoir le plus de confiance possible. Et donc, pour que les agents aient confiance dans un mécanisme, eh bien, il faut déjà que ce mécanisme il soit fiable, c'est-à-dire qu'il respecte les spécifications, qu'il soit codé, implémenté de façon sans erreur, et qu'on n'ait pas d'interruption du déroulement du mécanisme. On peut aussi proposer une axiomatisation du mécanisme en définissant des propriétés qui vont être vérifiées par le mécanisme ou par la solution qui est retournée par le mécanisme. Par exemple, on peut parler d'anonymité ou de neutralité quand, par exemple, les agents ou les ressources sont traités de la même façon, indépendamment de leur identité, de leur ID dans le système. On peut aussi s'intéresser à des garanties de stratégie proofness, c'est-à-dire de non-manipulabilité du mécanisme. Par exemple, quand les agents n'ont pas intérêt à mentir sur leurs préférences pour obtenir des lots de ressources qui seraient meilleurs que s'ils donnaient leurs propres préférences. Comme je disais tout à l'heure, on va chercher aussi à développer des mécanismes dans lesquels les agents vont pouvoir garder une certaine privacité de leurs préférences, des ressources, et on va chercher à développer des mécanismes qui soient interprétables. Donc, pour qu'ils soient des mécanismes interprétables, il faut qu'ils soient assez simples. Et généralement, on s'inspire de mécanismes qui sont utilisés dans la vie réelle parce que ça permet aux agents de mieux comprendre comment marche le mécanisme, ça peut être des mécanismes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et enfin, on va s'intéresser à l'équité du mécanisme, c'est-à-dire à la perception que les agents vont avoir aussi de l'équité du mécanisme. C'est ce qu'on appelle en économie la justice procédurale. Donc, ça concerne l'équité du mécanisme en lui-même et pas de l'équité du résultat. Et pour qu'un mécanisme soit considéré comme équitable, on s'est aperçu, c'est des choses qui sont documentées dans la littérature et on a fait des expériences pour mettre ça en évidence. On s'aperçoit que plus on implique les agents dans le mécanisme, plus la perception qu'ils vont avoir de l'équité du mécanisme va être importante, parce que les agents vont comprendre comment se déroule le mécanisme et vont avoir une plus grande perception de l'équité du mécanisme, si ce mécanisme, en effet, est équitable. Alors, on s'est intéressé à différents mécanismes, et un qui a particulièrement retenu notre attention, c'est les mécanismes à base de swap deal. Donc, les swap deals, c'est des échanges de ressources entre deux agents. Donc, les agents vont se passer des ressources, on va faire des swaps de ressources, et on va faire des swaps qui sont mutuellement rationnels, donc qui vont augmenter l'utilité des deux agents qui échangent. Alors, l'avantage de ce mécanisme, c'est qu'il peut être implémenté de façon complètement distribuée, que donc on a une grande implication des agents dans le mécanisme, puisque les agents vont choisir quelles ressources ils échangent avec qui, et qu'ils ne vont pas avoir besoin de divulguer leurs préférences. Ces échanges, ils vont les décider en fonction des préférences qu'ils gardent privées. Et puis, quand on observe comment se déroule le mécanisme, on peut facilement comprendre comment se sont faits les échanges et donc
on a une plutôt bonne interprétabilité du mécanisme. Alors ici, vous voyez, j'ai 4 agents. Initialement, ils ont les ressources qui sont entourées par le rectangle bleu. Et donc, on va dérouler le mécanisme pour que les agents fassent des échanges mutuellement améliorants. Alors, par exemple, ici, l'agent 1 et l'agent 2 échangent leurs ressources. Ensuite, l'agent 2 et l'agent 3 l'agent 2 et l'agent 4 échangent leurs ressources. Puis l'agent 2 et l'agent 3. Et vous voyez qu'on atteint une situation dans laquelle chacun des agents a obtenu sa meilleure ressource. Alors là, je ne vous cache pas que dans un cadre idéal, on n'obtient pas forcément toujours une allocation dans laquelle chaque agent a sa meilleure ressource, et en particulier, on obtient quand même assez rarement ce type d'allocation. Ce qu'on peut garantir, c'est qu'on va converger vers un état stable dans lequel il n'y aura plus d'échanges possibles améliorants. Mais suivant l'ordre dans lequel sont faits les échanges, on peut arriver à différents résultats. Si je reprends par exemple mon cas de tout à l'heure, mon cas de départ, et que cette fois-ci, je permets à l'agent 1 et l'agent 3 d'échanger, et en parallèle à l'agent 2 et l'agent 4 d'échanger, eh bien à la fin, j'obtiens un mécanisme, une allocation dans lequel chaque agent a sa seconde meilleure ressource et il n'y a plus aucun échange améliorant possible. Donc j'ai convergé vers un autre type d'allocation qui est stable, mais qui, vous voyez, n'est pas Pareto optimale, puisqu'elle est Pareto dominée par l'autre allocation que j'avais obtenue tout à l'heure, dans laquelle chacun avait sa meilleure ressource. Alors, et à partir de cette allocation, si on voulait atteindre l'allocation Pareto optimale, eh bien, il faudrait permettre un échange qui implique tous les agents. Donc, plus un échange bilatéral impliquant 2 agents, mais un échange impliquant les 4 agents en même temps. Donc, on a montré, on a montré de façon théorique un certain nombre de propriétés. En particulier, on a montré que eh bien, si K, c'est le nombre d'agents qui sont autorisés dans un échange, eh bien, pour toute valeur de K qui est inférieure au nombre d'agents du système, on peut atteindre un état stable qui n'est pas Pareto optimal. C'est le cas, par exemple, des échanges bilatéraux où K était égal à 2 dans mon exemple précédent. Mais on a montré que quand les agents ont certaines préférences, en particulier quand les préférences des agents sont, on appelle single picked, à ce moment-là, on a garanti d'atteindre une stratégie Pareto optimale. Alors, qu'est-ce que c'est des préférences single picked? Eh bien, c'est des préférences dans lesquelles, en fait, les ressources peuvent être organisées suivant un axe et les préférences on va avoir une valeur préférée. Donc, par exemple, ici, ma valeur préférée, c'est les tailles de t-shirt. Ici, ma valeur préférée, c'est M. Et plus je vais m'éloigner de cette valeur préférée, plus mes préférences vont décroître. Alors, il y a pas mal d'applications dans lesquelles on a ce type pas mal de domaines dans lesquels on a ce type de préférence. Et on a aussi montré que le domaine single peak était maximal, c'est-à-dire dès qu'on regarde un domaine de préférence qui est plus grand que single peak, qui est plus large que single peak, à ce moment-là, on n'a plus garantie de convergence vers une solution Pareto optimale. Alors, je vais passer assez rapidement, mais si on continue à étudier le mécanisme d'échange bilatéraux, on peut aussi montrer que le mécanisme il est manipulable. Donc, dans certains cas, les agents ont intérêt à mentir sur leurs préférences sur les ressources pour obtenir à la fin un lot de ressources qui est préféré à celui qu'ils auraient obtenu s'ils n'avaient pas menti. Donc, l'avantage, pour résumer, l'avantage des mécanismes de swap, c'est qu'ils sont faciles à implémenter, ils sont facilement interprétables, qu'on a une grande implication des agents dans la procédure, ils peuvent garder des préférences privées, on a des garanties de convergence, mais pas forcément vers des solutions Pareto optimales, et en plus, le mécanisme peut être manipulable. Alors, on a étudié d'autres mécanismes. En particulier, on a étudié les séquences de pioche, qu'on appelle les picking sequences. Alors, intuitivement, une picking sequences, c'est ce qu'on fait quand on fait des groupes des équipes à l'école en sport, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble de la classe, vous avez deux représentants, enfin un représentant pour chaque groupe, et chaque représentant va choisir à son tour le candidat qu'il préfère pour rejoindre son équipe. Et donc, on va alterner comme ça. Donc,
Ce type de procédure, c'est un cas particulier de picking sequence dans lequel on alterne entre les agents et les agents, a priori, choisissent à chaque tour, font un choix sincère, c'est-à-dire qu'ils choisissent à chaque tour le candidat qu'ils préfèrent pour rejoindre leur équipe. Alors, on s'est intéressé à ces mécanismes. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple où j'ai deux agents. Donc, j'ai une séquence. Alors, ici, vous voyez que ma séquence, elle n'est pas régulière, c'est-à-dire que A1 choisit, puis A2, puis A2, puis A1, puis A1, puis A2. Et j'ai un ensemble de ressources et mes agents ont des préférences sur ces ressources. Alors, si je développe le mécanisme, eh bien, A1 commence, donc il choisit sa ressource préférée. Ensuite, c'est au tour d'A2 qui choisit la ressource préférée qu'il choisit, qui est parmi celles qui restent. Donc, au début, au premier tour, A1 choisit le kiwi. Ensuite, A2 choisit les bananes. Puis, c'est au tour d'A2 qui choisit la ressource préférée dans ce qui reste, donc c'est-à-dire la poire. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les ressources soient allouées. Donc, c'est des mécanismes qui sont assez faciles à comprendre, dans lesquels les agents vont avoir intérêt à faire des choix sincères, donc à ne pas mentir sur leurs préférences. Et donc, on a étudié les garanties que pouvaient avoir ces mécanismes et on a essayé de relier ces mécanismes à ceux des échanges avec des cycles. En particulier, donc, on a montré qu'une allocation qui est séquençable, c'est-à-dire qu'une allocation qu'on peut obtenir avec une séquence de pioches, eh bien, toute allocation Pareto optimale est séquençable. Donc, c'est-à-dire que toute allocation Pareto optimale peut être obtenue par une séquence de pioches sincères. Et on a aussi montré qu'une allocation, elle est séquençable si elle est optimale pour un certain type d'échange d'échange par cycle entre les agents qui implique un seul objet. Donc, les agents vont s'échanger des ressources en faisant des cycles. Voilà. Alors, pour terminer rapidement, jusqu'à présent, on s'est intéressé à des problèmes d'équité entre individus. Donc, on s'est dit, on va chercher une allocation qui est, par exemple, sans envie entre différents individus. Mais on peut avoir des contextes applicatifs dans lesquels on va chercher à allouer des ressources à des groupes. Par exemple, si vous cherchez à allouer des ressources médicales à des hôpitaux, ces hôpitaux, ils sont constitués de services auprès desquels les ressources vont être redistribuées. Donc, vous pouvez voir les services de chaque hôpital comme un ensemble d'individus, comme un ensemble d'agents. Et les ressources, elles vont être allouées à l'hôpital, donc elles vont être allouées à un groupe d'individus qui va redistribuer les ressources au sein des services, donc auprès des agents. Vous pouvez aussi imaginer le cas de l'allocation de denrées alimentaires auprès de distribution comme les restos du cœur ou des choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, on va donner des ressources, des biens alimentaires aux pôles de distribution. Et ces pôles vont redistribuer les ressources auprès des gens qui ont souscrit. Donc, on va redistribuer les ressources auprès des individus. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question non plus de l'équité entre individus, mais de l'équité entre groupes. Et de la validité des procédures d'allocation au sein, si on les applique non plus à des individus, mais si on les applique à des groupes. Et donc, on a regardé ça dans le cadre de l'allocation de logements sociaux à Singapour, dans lesquels, en fait, nos groupes d'agents, ce sont des groupes ethniques, et on cherche à avoir une allocation équitable entre les différentes ethnies qui sont présentes à Singapour. Et donc, on s'est intéressé aux mécanismes qui existent pour distribuer des ressources entre individus. Et on a regardé, si on les applique à ce problème où on a des groupes d'agents, qu'est-ce qu'on obtient en termes de solutions. Et en particulier, on s'est intéressé à un mécanisme d'allocation séquentielle, donc dans lequel on fait en fait une séquence de pioches où chaque individu apparaît une seule fois. Et on a comparé ça à des mécanismes où les agents feraient des swaps
entre eux, donc pourraient s'échanger des ressources. Ici, ça voudrait dire qu'ils pourraient s'échanger des logements. Et on a comparé, on a testé si par une séquence de pioche, on obtient une allocation qui est stable, et si on permet aux agents, après une séquence de pioche, de s'échanger des ressources, est-ce qu'on obtient quelque chose qui est sensiblement amélioré? Et donc, on a montré qu'on pouvait améliorer une allocation qui est obtenue par une séquence de pioche en permettant ensuite des échanges. Alors, c'est quelque chose qui existe dans la réalité. Par exemple, de France, il existe un site qui permet aux souscripteurs de logements sociaux de s'échanger des logements sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est implémentable. Il existe aussi des applications qui permettent à des agriculteurs de s'échanger des parcelles de culture. Donc, une fois que l'allocation est faite, on peut imaginer en effet avoir des systèmes qui permettent d'échanger les ressources. Alors, comme le temps est à peu près atteint, je vais conclure. Donc, pour résumer, on s'est intéressé à différentes notions d'absence d'envie et différentes relaxations. Actuellement, on travaille sur l'extension de ces notions d'absence d'envie à des groupes. Donc, on cherche à mesurer comment on peut mesurer l'absence d'envie entre des groupes qui peuvent être de tailles différentes. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un groupe avec des agents rouges et j'ai un groupe avec des agents bleus. J'ai beaucoup moins d'agents bleus que d'agents rouges. Donc, si je veux regarder si le groupe d'agents bleus est envieux du groupe d'agents rouges, comment je fais? Est-ce que je prends toutes les ressources du groupe d'agents rouges et je les donne à l'agent bleu? Ce qui est un peu biaisé parce que les agents rouges sont beaucoup plus nombreux, donc c'est normal qu'ils aient plus de ressources. Comment je fais ça? Est-ce que je rapporte au nombre d'agents? Est-ce que je rapporte au nombre de ressources? Voilà. Donc, on s'est intéressé à différentes caractérisations de l'absence d'amphi entre des groupes et à comment calculer, à la complexité de calcul d'allocation sans amphi. Et puis, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'explicabilité des allocations qui sont calculées, puisque une part de travaux qui reste à faire, c'est une fois que l'allocation est calculée, eh bien, de pouvoir expliquer aux utilisateurs pourquoi cette allocation elle est pertinente. Par exemple, en pouvant donner une explication contrefactuelle en disant, ben voilà, un agent pourrait demander pourquoi j'ai obtenu cet ensemble de ressources plutôt qu'un autre ensemble de ressources. Et pour ça, il faut tenir compte bien, à la fois des connaissances qu'ont les agents sur les préférences des autres agents, mais également sur les objectifs qu'on a cherché à maximiser, sur les normes qu'on peut avoir entre les agents ou les normes sur l'allocation et sur l'observabilité aussi du résultat final. Donc, juste pour un dernier point final, donc en ce qui concerne l'allocation de ressources entre des groupes d'agents, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on a une présentation à ECAI, donc début octobre, où Nathanaël, qui est le doctorant qui travaille sur ça, présentera ses travaux.